Je m'appelle Marta López Izquierdo. Je suis maître de conférence ou maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 et ma spécialité est la linguistique hispanique. Donc, ma thèse a pour titre Recherche sur la modalité, les verbes de modalité factuelle en espagnol médiéval. Cette thèse a été dirigée par Bernard Darbord, qui était professeur à l'université à l'époque Paris 10, aujourd'hui Paris-Nanterre. Et l'année des soutenants, c'est l'année 2000. Bon, alors, cette thèse, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours conventionnel avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que tu as des choses plus originales à nous raconter? Un peu plus parce que effectivement, je venais d'Espagne. J'avais fait mes études universitaires en Espagne. Bon, je suis espagnole, même si maintenant je suis aussi française, mais bon, à l'époque j'étais née en Espagne. J'avais fait toutes mes études en Espagne et j'ai donc fait une licenciatura donc, d'espagnol et de lettres classiques à l'Université Complutense de Madrid. Et j'ai découvert l'université française lors d'un séjour Erasmus. Et j'ai décidé de venir par la suite faire ma thèse ici. J'avais un poste de lectrice à l'époque. Donc, j'ai travaillé comme lectrice à Paris 10, Paris-Nanterre aujourd'hui, et j'ai commencé ma thèse sous la direction de Bernard Darbord. Donc, c'était un parcours un peu différent, même s'il y a beaucoup de personnes comme moi dans l'hispanisme qui ont ce double parcours. Hein. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais pour moi, c'était toute une aventure, évidemment, de venir étudier en France, commencer ici une thèse, découvrir le fonctionnement de l'université française, qui n'est pas du tout le même que celui de l'université espagnole. Enfin, il y a des choses qui se ressemblent, bien évidemment, puisque ce sont des universités européennes de deux pays voisins, mais c'est un système d'enseignement différent, un système de pensée, pour moi aussi, qui ne se construit pas de la même façon. Le savoir ne se construit pas de la même façon. Donc, pour moi, c'était vraiment une expérience très riche de ce point de vue. Est-ce que tu as un souvenir précis une différence qui t'a particulièrement marqué au début quand tu as commencé tes études dans l'université française, où tu t'es dit, ça alors, on fait cette chose de cette manière-là ici, alors qu'en Espagne, tu vois, un truc précis comme ça qui t'a marqué? Oui, oui, tout à fait. La chose qui m'a vraiment interpellée et que je trouvais très bien pour le système français, c'est le fait de pouvoir avoir un cours sur un seul auteur ou sur deux auteurs pendant toute l'année. Je me souviens d'un cours de littérature latino-américaine sur deux auteurs et on a travaillé sur deux romans et deux auteurs pendant toute l'année. Alors en Espagne, pour les études universitaires, ce n'est pas possible. On a une liste d'auteurs, 25 auteurs à lire pour une seule matière pour une année. Bon, à l'époque, c'était des matières annuelles, maintenant elles sont semestrielles, mais les principes en fait très encyclopédiques de l'université espagnole n'est pas du tout le même que les cours magistraux qui sont consacrés à un thème avec un regard très pointu, très précis dans l'université française. Et je trouvais ça vraiment intéressant. En même temps, je dois dire que je pense que c'est très bien de croiser les deux. Hein. Et cet aspect complémentaire des deux fonctionnements universitaires me semble très intéressant. Et bon, je pense qu'on le fait de toute façon en France, puisqu'il y a peut-être une formation en amont qui est plus encyclopédique, mais l'université, on est plus dans une spécialité, un regard plus pointu sur un aspect. Et ça, c'est pareil pour la linguistique, puisque moi, c'était déjà mon grand ma grande passion, même si bon, la littérature, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup ça, hein, mais les cours de linguistique, on consacrait un cours à un texte et on l'étudiait vraiment en détail. Hein. Je me souviens de cours de Bernard Darbord, on travaillait sur un seul texte, qui était d'ailleurs le texte qu'on préparait pour l'agrégation. Donc tout était lié à la préparation d'un concours.
Et ça a donné vraiment une connaissance très approfondie d'un texte, alors que bon, mes camarades en Espagne étaient en train d'étudier 40 textes avec 10, 100 références bibliographiques, etc. Bon, voilà, ce sont donc des approches du savoir vraiment différentes. Et moi, ça m'a beaucoup plu de découvrir comment ça fonctionnait en France. Alors, tu as dit toi-même, la linguistique était déjà ma grande passion. Donc, comment est née cette grande passion? Ben, j'ai commencé les études de philologie, on les appelle comme ça en Espagne encore, hein, Philologia Hispánica et Philologia Classica. J'ai fait les deux en parallèle. Et au départ, c'était la littérature hein, qui m'a attirée vers ces études-là. J'étais vraiment, enfin, je suis toujours, je lis toute ma vie et entre des livres et je lis tout le temps. Mais j'ai eu des enseignants de littérature qui ne m'ont pas enthousiasmée. Peut-être parce que j'en attendais trop. C'était un tel amour de la littérature que je m'attendais à des choses que les professeurs ne peuvent pas te donner en fait, puisque ce goût de la littérature, je l'ai toujours et peut-être que ce que je cherchais à l'université n'était pas forcément ce qu'on vient chercher à l'université. Et en revanche, j'ai eu de très grands professeurs de linguistique qui m'ont fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas auparavant. Donc, c'est vraiment le rôle des enseignements et des enseignants que j'ai eus qui m'ont fait découvrir bon, cette science qui est la linguistique qu'on ne connaît pas vraiment avant d'arriver à l'université. Parce qu'on fait de la grammaire, mais on ne connaît pas vraiment la linguistique. Donc, ça a été une découverte. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Où il y avait plein de fils différents qui étaient un peu dans ma tête et qui tout d'un coup commençaient à prendre forme. Puis la découverte aussi des débats et des polémiques linguistiques, parce que la linguistique est un terrain très polémiste, très polémique, où il y a plein de courants qui s'affrontent, parfois de façon très violente. Mais tous ces débats qui sont très argumentés et qui ont aussi un lien avec les raisonnements des sciences dures, un peu, parce que les linguistes, on est un peu de scientifiques frustrés quelque part, on aime appliquer des paradigmes qui viennent des autres sciences. Et bon, de la logique aussi, j'ai été très attirée par tout ce qui est l'étude de la logique, ce qui, j'en parlerai pour ma thèse parce que ça a beaucoup à voir. Et oui, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas avec des professeurs qui étaient vraiment extraordinaires. Donc voilà, j'étais convaincue et j'ai décidé de prendre, à un moment donné, il faut choisir entre spécialité littérature, spécialité linguistique. J'ai décidé à ce moment-là de suivre la voie de la linguistique tout en gardant mon goût de la littérature. Ça, je le garde pour moi. En fait, c'est mon terrain privé, on va dire. Alors revenons à la linguistique justement, parce que tu dis toi-même, la linguistique, on la connaît mal ou on la connaît pas, on fait de la grammaire, on a tendance à assimiler la linguistique à la grammaire, et chacun dans son champ, on donne une définition. Qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce que l'histoire? Alors pour toi, qu'est-ce que la linguistique? C'est une science, hein. C'est une science, mais pour moi, c'est de plus en plus clair que c'est une science humaine et sociale, ce qui n'est pas forcément affirmé ou déclaré par tous les linguistes, mais pour moi, maintenant, c'est clair. Donc, ça, on est vraiment dans les domaines des sciences humaines et sociales qui s'intéressent au fonctionnement des systèmes des langues, des différentes langues, et qui tentent de mettre de façon en évidence, d'expliciter les principes que tous les locuteurs connaissent parce qu'ils les utilisent lorsqu'ils parlent. Mais ce sont des principes qui ne sont pas évidents. Un enfant apprend à parler sa langue maternelle, la parle très rapidement, très bien, mais il est incapable d'expliquer les principes qui gouvernent cette langue. Donc la linguistique est la science qui va essayer de mettre en lumière
ces principes qui gouvernent la langue. Et c'est comme les langues humaines sont extrêmement complexes et riches, hein, ce sont des appareils extraordinaires, c'est vraiment une langue d'une énorme puissance, enfin c'est un code d'une puissance très grande et à la fois maîtrisable par tous les êtres humains, donc ça quelque chose de vraiment fascinant. Et donc, pour mettre à la lumière les principes qui gouvernent la langue, en fait, il faut croiser des disciplines très différentes. Moi, je suis vraiment convaincue, c'est pour ça que je disais sciences humaines et sociales, parce que la langue, contrairement à ce que certains courants linguistiques ont cru, peuvent encore croire, la langue n'est pas un système abstrait, déconnecté des locuteurs, des personnes qui les parlent. Elle est vraiment inscrite dans les systèmes cognitifs des personnes et sont ancrées dans les sociétés et dans les cultures qui les parlent. Donc, l'interdisciplinarité en linguistique est fondamentale. Et ça, encore une fois, je suis en train de, ce que j'ai dit, c'est valable pour certains courants de la linguistique. Je vais être honnête, il y aura des courants qui te diront non, c'est un système de règles abstraites, c'est une syntaxe qu'on a dans notre cerveau. Bon, par exemple, les linguistes générativistes ne vont pas avoir cette même définition de la linguistique. D'où aussi ce que je te disais, il y a ces débats, mais ce sont des débats qui peuvent être passionnants. Après, il y a des moments où la communication n'est pas possible parce qu'on part de principes trop différents. Mais bon, quand c'est fait par des grands penseurs, c'est toujours passionnant. Lire Noam Chomsky et d'autres générativistes, c'est extrêmement enrichissant. Alors, Si j'ai répondu à ta question. Ah, si, tout à fait, tout à fait. C'est ta définition. Ça me convient très bien. Et dis-moi, je vais un petit peu envahir ton jardin secret, puisque tu m'as dit la littérature, maintenant, c'est cet ordre-là, un jardin secret, pour que tu me dises quels sont tes auteurs fétiches, vraiment ceux que tu aimes beaucoup, que tu relis avec plaisir, qui t'ont apporté des choses, dont tu entends la voix parfois dans la nuit, quand tu as des doutes existentiels. À vrai dire, je lis énormément, vraiment. Je lis par série. Je suis un peu une lectrice compulsive, donc je peux prendre un auteur et lire tout ce que cet auteur a écrit, pas forcément dans l'ordre. Donc, ça peut être des auteurs espagnols, français. Récemment, j'ai lu beaucoup Emmanuel Carrère, par exemple, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et ça m'a tellement plu que j'ai lu pratiquement tous ses romans, sauf le dernier, Yoga, que je me réserve pour plus tard. Alors, j'ai évidemment la littérature latino-américaine, les auteurs argentins, les contes. Pendant une époque de ma vie, j'ai beaucoup lu des contes. Marcelino Hernandez, j'ai lu Horacio Quiroga, j'ai beaucoup lu, bon, évidemment, Cortázar. Mais bon, les contes, à un moment de ma vie, c'était vraiment quelque chose d'important. Et après, la poésie. La poésie, c'est vraiment quelque chose qui est aussi un peu par moment dans ma vie, mais il y a toujours des poèmes, des auteurs, des livres de poésie qui sont pas loin de moi. Et puis le roman c'est vraiment un peu en cascade. Il ne suffit pas de lire un roman d'un auteur, il faut que je lise toute une série. Alors, ce que je suis en train de lire en ce moment, je lis le dernier, un livre italien qui s'appelle M, l'enfant du siècle, qui a gagné l'équivalent du concours. Alors, je serais incapable de te dire le nom. Et ça commence par S. Je ne me souviens pas du nom de l'auteur. Enfin, je l'ai là quelque part. Donc voilà, je suis curieuse en fait de tout ce qui s'écrit, que ce soit au XXIe siècle, au XXe siècle, au XIXe siècle. Beaucoup de romans anglais, des auteurs, des autrices, de romancières anglaises également. Donc, mais bon, je suis très
Je peux aller d'un siècle à un autre, d'un pays à un autre. Je ne lis pas beaucoup en dehors de la littérature, on va dire en langue proche, c'est-à-dire anglais, français, espagnol. Ah, italien, parce que j'ai des liens avec l'Italie un peu particuliers, mais c'est vrai que, par exemple, je ne connais pas très bien la littérature des pays lointains, chinois, bon, Afrique du Sud, oui, Coetzee, j'aime beaucoup, j'ai lu, j'aime beaucoup, mais c'est encore l'anglais qui revient. Donc voilà, et j'aime beaucoup lire en langue originale. C'est ça aussi qui me limite un peu parce que je ne peux pas lire dans beaucoup de langues, même si je suis linguiste. Bon, je peux lire en 4 langues en fait. Et alors, est-ce que tu sais encore lire en simple lectrice, entre guillemets, ou est-ce que tu ne peux plus lire que comme une linguiste lectrice ou une lectrice linguiste? Non, je pense que c'est pour ça, justement pour garder cette possibilité de continuer à lire comme une néophyte, que je pense qu'au fond, c'est pour ça que je n'ai pas voulu continuer à faire des études de littérature de façon approfondie. Et que finalement, je me suis dit, bon, pour ça, on a la mystique qui va me servir à... Bon, bien sûr, en tant que linguiste, quand on dit... il y a des choses qui attirent mon attention, je prends des notes, je mets des petits post-it, mais je me dis, bon, pour revenir après, je ne vais pas m'arrêter, simplement, bon, j'ai souvent un crayon, donc je note quelque chose, je mets un post-it, mais je ne veux pas que ça m'arrête. Non, j'aime bien vraiment entrer dans la lecture, m'oublier complètement, et pour ça, il faut laisser derrière la casquette de linguiste, de professeur de littérature. Je n'enseigne pas la littérature, mais bon, quelque part, j'ai travaillé avec des textes littéraires aussi. Bien sûr. Bon, allez, on repousse le petit portillon de ton journal intime et on revient à la thèse. Alors, pourquoi ce sujet-là précisément? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, c'est une bonne question et j'ai cherché à trouver une réponse. Et je n'ai pas un élément déclencheur. Je pense qu'il y a quelque chose à moi qui m'a poussée vers ce sujet, quelque chose qui finalement est toujours là. Et ça, je n'en avais pas conscience jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et je dirais après, c'est quoi, c'est ce dont je suis en train de parler. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai soutenu mon habilitation à diriger de recherche. Et mon garant m'a dit, ah mais finalement, c'est toujours la même chose qui t'intéresse depuis ta thèse. Et je l'ai regardé, je me suis dit, ah bon? Je n'en avais pas conscience et je me suis dit, parce que pour moi, c'était vraiment un sujet très différent, des méthodes très différentes. Et finalement, donc, ce qui m'intéresse dans la thèse, hein, donc, comme je l'ai dit, ça s'appelle recherche sur la modalité. La modalité, c'est en fait les mécanismes ou les procédés qui existent dans les langues pour que les locuteurs se les approprient, pour que les locuteurs, quelque part, apparaissent dans la langue. De quelle façon les langues, donc c'est toujours cette idée dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est une science humaine. La langue est connectée au locuteur et le système même de la langue, même si on peut le considérer très abstrait, il a des espaces spécialement conçus, formatés pour que les locuteurs entrent dans son message et disent voilà, je suis là. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai cette position-là, parce que je me projette d'une certaine façon envers mon message, mais aussi envers la personne que j'ai en face, à qui je suis en train de parler. Donc, c'est ça la modalité, en fait. C'est quels sont les procédés qui existent dans les langues pour que les locuteurs prennent position, déclarent sa position et expriment une subjectivité, finalement. Et donc, cet aspect-là, c'est vrai que bon, quand on fait la synthèse des travaux, mais là je parlais de l'habilitation, et je suis désolée, ça se télescope un peu dans cette, dans cette conversation, mais quand on fait la synthèse des travaux, on revient à la thèse. Donc on revient à la thèse, dans mon cas, j'ai mis longtemps à faire mon habilitation pour diverses raisons, peut-être que j'avais besoin de mûrir encore intellectuellement
bon, pour d'autres raisons. Et donc, ce sont enfin, c'est 18 ans après. Donc, ça fait beaucoup. On n'est plus la même personne et on ne se souvient pas forcément des choses qui nous ont menés à faire la thèse, mais on retrouve un fil conducteur. Je dois dire que mon garant m'a aidé à trouver ce fil dont je n'étais pas forcément consciente. Et en réfléchissant à cette question, je me suis dit, bah, finalement, c'est ça. C'est ce qui m'intéresse, c'est comment nous, en tant qu'élocuteurs, prenons à notre charge un système collectif, puisque la langue est un bien, un patrimoine qui appartient à une société, mais on en fait quelque chose d'individuel, de personnel. Et ça, c'est ça la modalité. Après, je me suis intéressée à l'espagnol médiéval, enfin, la période médiévale est une période qui, moi, m'intéresse parce qu'elle est lointaine. En fait, c'est un peu contradictoire, mais elle m'intéresse parce que malgré l'éloignement, on peut dire que l'homme médiéval et la femme médiévale étaient très loin de nous et très différents. J'ai toujours senti une certaine émotion des choses qui me parlaient en lisant les textes du Moyen-Âge, qui me faisaient me sentir proche d'un point de vue d'être humain avec ces personnes-là qui avaient des croyances qui, moi, peuvent me paraître complètement incompréhensibles. Bon, pas incompréhensibles parce que je travaille dans ces domaines-là, donc j'essaie de les comprendre justement, mais qui peuvent nous paraître complètement différents et finalement, il y a des éléments qui nous rattachent à cette humanité médiévale qui est un peu les débuts de nos sociétés contemporaines. Bon, évidemment, on peut remonter plus loin. J'ai fait des études de lettres classiques, un peu, je pense, pour les mêmes raisons, parce que plus je vais loin et plus cette émotion de voir qu'on est quand même les mêmes me semble étonnante. J'aurais, en fait, si j'avais encore à refaire des études, j'aurais aimé être paléanthropologue. Et il y a des linguistes, paléolinguistes, anthropologues, qui travaillent justement sur l'émergence des langues avec l'évolution de l'espèce humaine. Et pour moi, ça serait vraiment le rêve, de pouvoir remonter le temps jusqu'à trouver ce fil conducteur qui va pendant des milliers d'années et qui en fait nous rattache en tant qu'espèce humaine malgré nos différences dans le temps et dans l'espace. Alors, est-ce que c'est ça que tu as démontré dans ta thèse? Est-ce que c'était ça la thèse de ta thèse? Alors la thèse de ma thèse était beaucoup plus modeste et pointue, parce que je me suis intéressée seulement à quelques petits verbes qui expriment ce qu'on appelle, enfin, c'est que Bernard Pottier, et je parlerai de Bernard Pottier après, ce que Bernard Pottier appelle la modalité factuelle. Donc, c'est un type de modalité parmi toutes les modalités et un type de mots parmi tous les types de mots qui servent en fait, à exprimer. En fait, ce sont des verbes qui permettent d'influencer notre interlocuteur. On veut que notre interlocuteur fasse quelque chose, donc il y a des verbes, une classe verbale qui permet d'exprimer cette volonté. Hein. Ce sont des verbes de volonté, des verbes d'ordre, des verbes de demande. Et la thèse de ma thèse, c'était de montrer que ces verbes, même s'ils n'avaient pas la même syntaxe, et là je me place un peu dans cette pas polémique, mais cette discussion entre est-ce que la langue c'est la syntaxe ou est-ce que la langue c'est le sens, la sémantique, d'accord? Ou est-ce que c'est les deux? Et donc, dans ma thèse, je voulais montrer que si on prenait ce problème du point de vue syntaxique, ce qui avait été le cas à l'époque, hein, donc il faut se replacer à l'époque où j'ai commencé ma thèse, hein, donc les verbes de modaux, c'était des verbes qu'on étudiait d'un point de vue syntaxique, et j'ai voulu m'approcher de ces verbes en regardant la syntaxe et la sémantique. Bon, et pour cela, j'ai suivi
les théories de Bernard Pottier. Bon, alors, sur quoi portait ton HDR? Puisque comme tu en as beaucoup parlé, ma curiosité est éveillée. Et en quoi, avec le recul, il te semble qu'effectivement, il y a des préoccupations communes avec ta thèse? En dehors de remonter Bon, le fil du pourquoi, oui, oui, oui. Alors, mon HDR, l'inédit, hein, portait sur les conditionnels qu'on exprime tous les jours. Si tu viens, je pourrais t'aider à faire ce tableau, je ne sais rien. Euh, donc, les phrases conditionnelles, bon, c'est peut-être une des structures syntaxiques qui a été la plus étudiée au monde. Il y a quantité de bibliographies gigantesques sur ce type de phrases, sous des angles très différents. Les logiciens ont beaucoup étudié, évidemment, parce que c'est quand même des phrases incroyables. Tu peux, grâce à ces phrases conditionnelles, faire exister ce qui n'existait pas, faire apparaître dans ta pensée ce qui n'existait pas. Et donc, du point de vue de la construction de la fiction, par exemple, c'est un procédé absolument fascinant. Hein. Même des choses qui auraient pu exister, mais qu'on sait qui n'ont pas existé. C'est ce qu'on appelle les conditionnels contrafactuels ou irréels. Si tu étais venu plus tôt, nous aurions pu dire au revoir à ma voisine. Bon, c'est pas très important peut-être comme événement, mais le fait même de pouvoir penser ce qui aurait pu arriver si les choses avaient été autrement. Enfin, du point de vue logique, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et évidemment, les linguistes aussi se sont beaucoup intéressés à ces phrases. Donc moi, j'ai pris un point de vue encore un peu en décalage. Cette fois, je n'ai pas suivi Bernard Pottier, j'ai suivi moi-même, voilà, parce que ce n'est plus ma thèse. Et en fait, j'ai voulu montrer que dans ces phrases, il fallait prendre en compte l'ensemble de la séquence textuelle où ces phrases apparaissent. On ne peut pas étudier les phrases comme ça. Or, quand on peut et on va découvrir des choses sur ces phrases, on peut. Mais il y a aussi une autre façon de les étudier, c'est voir à quel moment du texte ces phrases apparaissent et pourquoi, en quoi elles se rapportent à ce qui vient avant et à ce qui vient après. Et donc, j'ai voulu explorer à partir des textes. Bon, j'ai pris des textes, encore une fois, du Moyen-Âge, mais ça peut fonctionner pour des textes de n'importe quelle époque. Et il faudrait continuer ce travail. Bon, maintenant, je suis passée à autre chose, mais il faudrait continuer ce travail et comparer des genres textuels différents, des époques différentes, parce qu'il y a une dynamique de la condition. En fait, c'est une étude sur la conditionnalité, sur les relations conditionnelles au sein du texte. Donc, comment, à un moment donné, on décide d'intégrer une conditionnelle dans un texte pour créer un espace alternatif. En fait, une conditionnelle crée un espace alternatif parce que, en tant qu'auteur d'un texte ou que locuteur, lorsqu'on parle, on a besoin d'imaginer cet espace alternatif et le faire projeter à mon interlocuteur pour des raisons très différentes. Donc voilà, le fil conducteur, je ne sais pas s'il est évident, mais là, c'est vrai que j'ai pris une perspective qui s'orientait plus vers le texte et vers les intentions des locuteurs lorsqu'ils construisent des textes. Pourquoi à un moment donné, on utilise une conditionnelle et comment cette alternative répond à des objectifs très différents. Et voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si, Un peu si, abstrait, c'est tout très... ça. Non, c'est très très clair. Même moi, j'ai compris, c'est dire. Euh, alors, en dehors de ton directeur de thèse, Bernard Darbord, qui j'imagine a joué un rôle important dans cette affaire, est-ce qu'il y a des gens qui ont été, qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé, encouragé, à la fois pour l'élaboration de ton plan peut-être, de ta problématique ou pour la bibliographie donc, qui sont ces personnes? Bon, j'ai mentionné Bernard Pottier parce que ça a été vraiment la personne qui a un peu inspiré la méthode ou plutôt les questions que je posais dans cette thèse.
Et Bernard Potier, que j'ai rencontré quelques fois, pas si souvent que ça, parce que bon, Bernard Arbor est un élève de Bernard Potier. Donc, j'ai en quelque sorte prolongé à travers ma thèse ce qui était aussi la pensée de Bernard Arbor, mais en m'inspirant très directement des écrits de Bernard Potier. Donc, c'est quelqu'un que, comme je l'ai dit, avec qui je n'ai pas eu un contact personnel, sauf bon, pour la soutenance de ma thèse et à quelques moments, quelques échanges lors de colloques. Hein, ça n'a pas été une présence personnelle, on va dire, mais vraiment cette théorie et sa façon une chose qui, moi, m'a beaucoup plu dans les théories de Bernard Potier et dans sa façon de les présenter, c'est le recours au dessin. Parce que moi, quand j'ai étudié à l'université, hein, je faisais ma licenciature, ma licence, j'avais tendance à dessiner mes pensées. Enfin, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens font, mais vraiment, j'ai besoin de visualiser. Lorsqu'on travaille sur des idées abstraites, j'ai besoin de visualiser des choses. Et Bernard Potier, c'est quelqu'un qui parle avec une craie à la main, quand je l'ai vu dans des colloques, et qui se met à dessiner immédiatement ce qu'il est en train d'expliquer. Moi, j'adore ça. Ça me parle tout de suite, et ça se voit dans ses livres, parce qu'il a une façon de parler des notions abstraites à travers le dessin, la visualisation des relations, à travers l'espace qui m'a tout de suite parlé. Donc maintenant qu'on est dans une époque où on visualise les données, ben, il faut dire que, voilà, et j'aime beaucoup ça, évidemment, je suis à fond là-dedans, dans tout ce qui est les programmes qui me permettent de visualiser les données. Mais les faire à la main, ça, je pense que ça apporte quelque chose de plus, parce qu'il y a un geste qui accompagne la pensée, hein, la main et la pensée. Bon, pour des personnes comme nous qui ne sont pas des natifs digitaux, n'est-ce pas, qui ont eu encore à écrire à la main, notre pensée s'est développée de cette façon. Bon, peut-être que ça va disparaître dans les générations à venir, je ne sais pas, peut-être pas, mais bon, en tout cas, je dirais que Bernard Potier, pour ces deux aspects-là, pour cette ouverture dans sa linguistique, de relier la syntaxe et la sémantique. Donc ça, c'est très important. Ne pas faire que de la syntaxe, mais rajouter les sens. Et là, Bernard Potier, ça a été pour moi vraiment un exemple. Et puis cet aspect de visualiser, rendre visible des idées abstraites d'une façon qui me parlait tout de suite. Hein. Moi, j'ai entendu des gens se moquer, il se met à dessiner, mais je disais, mais c'est génial. Pour moi, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour comprendre et pour même imaginer d'autres choses. Et après bon, j'étais à l'époque, j'étais étudiante et je travaillais en même temps, donc je faisais ma thèse et je travaillais en même temps, et j'ai eu la chance d'être logée à la Cité internationale. Donc j'étais dans plusieurs maisons, je changeais de maison, maison du Japon, maison du Danemark, collège d'Espagne, c'était super. Il y avait plein d'étudiants qui venaient de partout, qui faisaient des thèses ou pas, ou d'autres choses, qui étaient dans des postdocs aussi, parce que là, c'est des étudiants qui sont plutôt en fin de... oui, il y avait presque tous, on était en thèse ou on était postdoc ou des choses comme ça. Et là, ça a été vraiment un échange d'idées incroyable dans des disciplines très différentes, des échanges de langues aussi, parce que c'était des gens qui venaient un peu de partout. On parlait tous français pour se comprendre, et d'autres langues si on les comprenait. Et, et là, oui, je me souviens très bien d'un ami italien qui était physicien et qui était passionné d'indo-européen. Donc, on avait des longues conversations sur l'indo-européen. Un japonais qui était spécialiste de Rabelais, et donc on avait des longues conversations sur bon, plein de choses avec des gens très différents. Et ça, pour moi, je pense que ça a été une période de ma vie où il y a eu un échange intellectuel vraiment incroyable. Et le fait d'être avec d'autres thésards, d'autres étudiants qui étaient dans le même
dans le même processus, même si c'était des thèses qui n'avaient absolument rien à voir, dans des disciplines complètement différentes. Ça, pour moi, je pense que c'était une période privilégiée dans ma vie, et même si j'ai travaillé à côté, parce que je n'ai pas eu d'allocation, j'ai dû travailler comme lectrice d'abord, comme ATER, après, bon, c'était pas si mal que ça. Et la dernière année, j'étais dans les secondaires, parce qu'on m'a refusé les détachements. Donc là, ça a été l'année la plus dure. C'était la dernière année de thèse. J'étais en collège. Pour moi, c'était difficile parce que je ne connaissais pas les secondaires en France. Mais bon, le fait d'être dans cet univers à la fois très international, mais très... Des personnes qui travaillaient beaucoup parce qu'on était tous en thèse, donc il fallait avancer, il y avait cette chose, il fallait avancer. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut aller comme réponse. Ah bah si, c'est très très bien ça, la stimulation avec des gens qui sont à la fois qui comprennent ton cheminement, mais qui travaillent sur des choses différentes, c'est vraiment formidable ça. Et je comprends que ça a été une période formidable de ta vie, c'est sûr. Et bon, tu l'as évoqué tout à l'heure en disant que tu n'avais pas eu de financement, que donc tu avais dû travailler, et en particulier la dernière année, effectivement, la dernière année, on a besoin d'un peu de calme. Donc, ça n'a pas dû être simple. Mais est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés et qui seraient liées aux spécificités de ton sujet ou pas, en dehors de cette question du temps? Bah, moi, oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est lié à mon sujet ou si c'est lié à, euh, à mes propres spécificités. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes qui font une thèse, parce que c'est une épreuve de longue haleine. Et il y a un moment où on ne sait plus où on va. Il y a un moment, au début, on a plein d'idées, on dit on va faire ci, on va faire ça. On met ça en place, on commence à chercher, à lire, à dire ah ben, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, on prend des notes. Voilà. Il y a une période faste. Et tout d'un coup, il y a les creux où on s'est dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais dire? Mais tout le monde a déjà dit ça. Voilà. Et là, c'est cette remise en question, en fait, qui arrive à un moment donné de la thèse. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Je pense que ça arrive à d'autres personnes aussi. Mais après, on a d'autres caractéristiques, des tempéraments différents et on le surmonte avec plus ou moins de rapidité. Moi, je n'ai pas un souvenir précis de combien de temps ça a pu durer, mais je sais qu'il y avait quelque part une angoisse, l'angoisse de ne pas réussir, de ne pas parvenir à montrer quoi que ce soit, même pas ce qu'on avait imaginé au départ, mais bon, que ça se termine sans qu'on puisse vraiment arriver à découvrir quelque chose. Donc voilà. Et ça, cette angoisse, on la dépasse, ou moi je l'ai dépassée par le travail. Le travail en me mettant à travailler, à travailler, à travailler. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je vais voir. Si je ne découvre pas la lune, bon, je vais voir ce qu'il y a derrière ces mots et je vais expliquer ce que j'ai vu. Voilà. Et je vais continuer à travailler. À un moment donné, on fait comme les ornières. On se met les ornières des chevaleries ou comment on dit, des chevaux, des ânes, hein, sans vouloir offenser les... Mais on s'est dit, bon, moi, c'est ça, je vais regarder là. Maintenant, mon sujet est ça, je ne peux plus le changer, je ne vais pas revenir en arrière et je vais en avant. Et bon, voilà. Et à un moment donné, on commence à respirer, on se dit, ah oui, mais oui, en fait, oui, ça, c'est pas mal. Et bon, voilà. Et pour moi, c'était une thèse longue, hein, parce que bon, je travaillais à côté pendant tout ce temps. La dernière année était particulièrement euh, compliquée, mais en même temps, je dois dire que ça m'a encouragée à finir. Je me suis dit, bon, je vais vraiment enseigner à l'université, c'est vraiment ce que j'aime. Bon, j'avais le concours, je pouvais rester dans le secondaire, mais j'ai senti que il fallait que je fasse l'effort de terminer. Et ça m'a motivée, même en étant dans des conditions pas idéales, mais ça m'a motivée. Et
je faisais de longues séances en bibliothèque. Je me souviens avec une copine qui est professeure de littérature et civilisation latino-américaine maintenant. On allait à Beaubourg, à la bibliothèque, et on se faisait des longues séances, beaucoup d'heures, le jour où je n'avais pas cours au collège. Là, je passais toute la journée, je faisais des signes, des gestes, on allait fumer une clope, à l'époque je fumais. Voilà, et ça, vraiment, cette dernière année, je me la rappelle comme bon, la sortie de ce creux. Hein. C'était une année où je sortais du creux et j'arrivais, je voyais la fin approcher. Effectivement, j'ai soutenu au mois de mai, en ce qui veut dire que j'avais déposé, je ne me souviens pas très bien, hein, mais un peu avant, forcément. Alors justement, puisque tu parles de déposer et de soutenance, venons-en à la soutenance. Commence par nous dire, s'il te plaît, qui étaient les professeurs qui composaient ton jury. Alors, il y avait mon directeur de thèse, Bernard Arbor. Il y avait Bernard Potier. Pour moi, c'était super de l'avoir là en direct. Et, il était mignon, vraiment. Hein. C'est un homme, il a 86 ans aujourd'hui, il est toujours là. Et bon, voilà. Et il y avait Gilles Luquet, professeur à Sorbonne Nouvelle, maintenant à la retraite. Et il y avait José Antonio Pascual, qui est l'éco-rédacteur du Diccionario Etimológico Corominas et Pascual. Donc, c'est les grands dictionnaires étymologiques qu'il a avec son... Corominas, c'était son maître, et il l'a revu avec lui, actualisé, on va dire, le dictionnaire, parce que bon, les dictionnaires remontent aux années 50, donc forcément, il y avait plein de choses à actualiser. Donc voilà, il y avait 4 personnes. Et ces 4 professeurs, donc tous des hommes, hein, à l'époque ça ne surprenait pas, mais aujourd'hui ça nous surprendrait quand même. Et les 2 pré-rapporteurs, bon, il y avait Bernard Potier qui a fait un pré-rapport très rassurant. C'était très mignon parce qu'il a tapé à la machine. À l'époque, bon, bien sûr, en l'année 2000, les ordinateurs existaient, il a tapé à la machine, il a corrigé à la main quelques fautes. Bon, c'était entrañable, comme on dit en espagnol. Et bon, il était très, très généreux, etc. Puis j'ai Luquet qui me stressait un peu parce qu'il trouvait que mon français n'était pas au top, alors que je m'étais fait relire vachement. Et là, ça me stressait beaucoup, hein, parce que quand on n'est pas locuteur natif, qu'on doit faire une soutenance dans la langue qu'on ne maîtrise pas quand même, bon, en 2000, moi aujourd'hui, 18 ans plus tard, c'est sûr, je n'ai plus, pour beaucoup de raisons, je n'ai plus cette peur de parler en français, etc. Mais bon, le jour de ma soutenance, en plus avec un pré-rapporteur qui était président du jury, qui disait « Ouh, il y a plein de fautes ». Donc bon, je m'étais fait relire en plus. Donc après, ma copine me disait « Mais j'ai tout relu, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas corrigé les fautes ?» Ça a été un peu... Bon, mais ça s'est très bien passé. Et bon, j'ai eu tout ce qu'il fallait et j'étais très contente à la fin. Mais bon, c'est un moment d'angoisse, c'est sûr. Enfin, pour moi, ça l'était en tout cas. Hein, et où on s'attend à... Bon, je m'attendais à des attaques. Hein. Bon, je n'ai pas eu vraiment d'attaque, mais bon, il y a des moments où il faut se défendre et il faut expliquer pourquoi on a fait comme ça et pas d'une autre façon. Et donc là, il faut avoir aussi la tranquillité de se dire qu'à ce moment-là, il faut assumer ce qu'on a fait. Et puis, voilà. Mais bon, maintenant, ça paraît évident, mais au moment de la soutenance de la thèse, ce n'était pas si évident que ça. Et donc, quand on te dit, mais alors finalement, dans l'ensemble, tu en gardes un bon ou un mauvais souvenir, tu retiens l'inquiétude à cause du français et donc de Pour ta la soutenance, capacité. Oui. Non, pour moi, c'est un bon moment. Il y avait, mais bon, c'est aussi une question de tempérament. Hein. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui s'angoissent plus ou moins. Moi, je suis du genre à m'angoisser. Mais ça, c'est une façon de me préparer. Pour mon HDR aussi, hein, j'étais hyper angoissée. Alors que j'avais que de bonnes choses, a priori, qui allaient arriver et qui se sont effectivement confirmées. Mais il y a un moment d'angoisse où on se remet en question terriblement. Et ça, bon, il faut construire petit à petit de stratégies pour le contrôler.
Hein, donc voilà, et ce sont des situations qui peuvent être anxiogènes pour les personnes bon, qui se laissent un peu entraîner par ces cumuls de circonstances. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une arme. Hein, l'angoisse est une arme pour se préparer. Et les jours J, bon, je me suis sentie très à l'aise, hein, même si j'avais le trac. Après, bon, ça fait remonter l'adrénaline et pouf, euh, ça prépare aussi. Donc, bon, après, c'est très personnel. Après, une personne ne fonctionne pas comme une autre. Donc, non, pour moi, c'est avant, c'est l'angoisse, mais pendant, c'était très bien. Voilà. Écoute, c'est parfait. Du coup, tu as ton angoisse préparative et après, tu peux profiter. Alors, Voilà. dis-moi, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par cette thèse? Alors, je pense que ce que j'ai appris grâce à cette thèse, c'est le fait de travailler de façon très minutieuse avec les mots et les textes. C'est-à-dire que j'ai fait un travail de repérage des mots, des classements de mots. Je vais montrer, si tu me permets, très rapidement, les 2 volumes de ma thèse. Donc, c'était une thèse en 2 volumes. Désolée, je n'ai pas gardé l'exemplaire de l'époque. Hein. Mais voilà. Donc, le premier volume, c'est la thèse. Et le deuxième volume, qui s'est présenté à l'époque sous forme de CD-ROM, mais bon, dans Thèse à la carte, ils ont fait un volume entier, ce qui est dommage, parce que les CD-ROM, enfin, c'était un CD tout simplement, on pouvait faire des recherches automatiques. Mais le deuxième volume, c'est un classement de près de 10 000 exemples. Donc ça, plus que ça, je dirais, ça demande bon, une patience, évidemment. Ça demande une passion, parce qu'on ne classe pas 10 000 exemples si on n'est pas patient. C'est un travail de dentelle, si on peut dire. Mais pour moi, j'ai appris à faire ça et j'ai compris l'importance de faire ce travail. Vraiment, si on veut après faire de la théorie, il faut qu'on ait passé du temps à travailler avec les textes, les mots, à les tourner dans tous les côtés, à les comprendre. Et ça, c'est une méthodologie que j'ai gardée. Et c'est toujours la même. Et je pourrais te montrer mon habilitation. Et bon, je n'ai pas fait un volume comme ça pour mon habilitation, mais il y a toute une partie, enfin, en linguistique, c'est ce qu'on appelle les corpus. Les corpus est essentiel. Et il y a toutes les linguistiques ne travaillent pas avec des corpus. Encore une fois, ça, c'est encore un type de linguistique. Hein, la linguistique qui travaille avec des corpus, qui a un regard plutôt empirique, et face à une linguistique qui fait des théorisations à partir d'intuitions des locuteurs eux-mêmes, les linguistes en tant que locuteurs. C'est une autre méthode, une autre approche complètement différente. Et on ne peut pas travailler les mêmes choses. On ne peut pas travailler sur l'espagnol du Moyen-Âge avec des intuitions. Non. Et non. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus travailler sur l'espagnol du XXIe siècle avec des intuitions. Parce que, comme je l'ai étudié, on s'approprie la langue. La langue n'est pas une entité abstraite qui nous gouverne tous, mais nous, chaque individu construit la langue. Et on a évidemment des éléments communs, parce que sinon on ne se comprendrait pas, mais il y a beaucoup de spécificités. Et pour cela, il faut vraiment travailler avec les textes, les mots. Donc ça, c'est cet aspect... bon, c'est un goût, vraiment, parce que moi, j'aime beaucoup passer du temps, parfois 2 heures, à lire les textes, repérer les exemples, les classer, essayer de les comprendre. Il y a des gens pour qui cela serait horrible et extrêmement pénible. Mais moi, je trouve que c'est très relaxant aussi. Enfin, c'est un travail un peu manuel, si on veut, mais là, on est aussi en train de réfléchir. Voilà, c'est ce que je pourrais peut-être signaler
éléments que j'ai appris à faire pendant ma thèse et qui pour moi restent essentiellement pour mes étudiants. Je leur demande vraiment d'apprendre à faire ça. Même si après ils vont faire autre chose, mais il faut qu'ils aient ce savoir. Vraiment, c'est le terrain pour d'autres chercheurs. Pour moi, c'est les corpus. Justement, j'allais y venir à tes étudiants. Moi, j'adore comme ça, virtuellement, pendant ces entretiens, aller dans la salle de cours de mes collègues pour savoir comment est-ce qu'ils enseignent leur discipline. Donc toi, comment ça s'enseigne la linguistique? En réalité, les cours sont très différents parce que j'enseigne la grammaire descriptive en première année, j'enseigne la syntaxe en deuxième année, j'enseigne l'histoire de la langue en troisième année et la sociolinguistique aussi parce que je commençais à faire un cours qui relie les deux. J'enseigne l'histoire de la presse et comment les genres journalistiques évoluent entre la naissance de l'imprimerie et la naissance d'Internet, ces deux grandes transformations qui ont fait basculer tout. Les manuscrits du Moyen-Âge disparaissent, mais bon, la presse écrite, telle qu'on la connaît, disparaît aussi aujourd'hui. Donc, je fais un cours de master sur ça. Bon, bref, je fais des cours très différents. Donc, même si dans tous les cas, de la linguistique, je m'adresse à des étudiants tellement différents que je ne peux pas utiliser une même méthodologie ni une même approche. Pour les étudiants de première année, c'est extrême. C'est ce à quoi je consacre le plus de temps et ce qui me pose le plus de problèmes pédagogiques. Parce qu'ils arrivent en première année, ils n'ont pas vraiment de base de grammaire. Donc, quand je dis grammaire descriptive, pour moi, on ne peut pas faire de linguistique si on n'a pas acquis les bases de la grammaire descriptive. Ce n'est pas la grammaire normative. Je ne leur dis pas tu parles bien, tu parles mal. Non, c'est vraiment apprendre à reconnaître les catégories de la langue espagnole et française, parce qu'ils ont beaucoup de... Donc voilà, comment je fais cours? J'essaie de diversifier les supports et les exercices. Après, il y a des étudiants qui n'ont pas la possibilité de rester concentrés trop longtemps. En première année, par exemple, je ne peux pas faire un cours magistral de grammaire parce que ce serait l'horreur. Et avec les étudiants de master, j'ai fait beaucoup de choses en interaction avec eux. Et pour la troisième année, je parle de ça parce que c'est un cours que je commençais à faire l'année dernière, il y a 2 ans peut-être déjà, et que j'aime beaucoup. En fait, je l'ai fait en collaboration avec une autre collègue historienne qui enseigne en troisième année. Et donc, on travaille sur les mêmes textes qui sont aux archives nationales, qui sont en face de chez nous. Donc, on va avec les étudiants ensemble aux archives. On sélectionne des documents et il les travaille du point de vue historique avec ma collègue historienne et du point de vue linguistique avec moi. Et je dois dire que ça, c'est génial. Les étudiants sont ravis. Mais ça, on ne peut pas le faire avec tous les étudiants. Et ça fait partie d'un projet de recherche que tu connais parce que maintenant, c'est un projet partagé avec Paris-Nanterre. Et donc, dans ces projets, à la base, il y a ce travail avec les étudiants et une découverte un peu par hasard aux archives. Donc voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment la réussite de l'enseignement. C'est lorsqu'on arrive vraiment à réunir recherche et enseignement et à impliquer les étudiants dans ces projets. Mais ça ne peut pas se faire toujours et à chaque fois. Mais bon, parfois, ça arrive. C'est magique. C'est magique. Quand ça marche. Alors, je suppose que tu as relu ta thèse puisque tu l'as publiée. Est-ce que ça a été un processus agréable, douloureux, qui a supposé une mutation de la thèse proprement dite pour devenir un livre? Raconte-nous un peu ce processus. Alors, la thèse est publiée, je dirais, presque telle qu'elle a été soutenue. Je n'ai pas voulu la remanier, seulement j'ai enlevé les hispanismes qu'on m'a signalé, évidemment. Il y a une relecture vraiment là après pour la publication, évidemment. Mais ça garde vraiment le format de la thèse tel qu'il était. Donc, la thèse a été publiée en 2003, donc pas beaucoup de temps après la soutenance. Et je l'ai relue après
me rappeler de ce que je disais à propos de telle ou telle chose lorsque j'ai eu à retravailler sur des sujets proches de ma thèse. Voilà, mais en la relisant un peu pour cet entretien, ce qui m'a frappée, je dois dire, c'est l'assurance qui s'est détache de cette thèse. Moi, je n'écris plus du tout avec cette assurance. Ah oui, alors c'est l'arrogance de la jeunesse, c'est quoi? Je pense, ou peut-être qu'on croit, ou que je croyais, et je pense aujourd'hui de façon erronée, que être chercheur, ça veut dire être sûr de ce qu'on est. Et en fait, pour moi, plus le temps passe et plus je doute et plus je suggère, je mets en question des choses, mais bon, voilà. Et là, je me dis, oh là là, ça m'a surpris parce que je ne me reconnais plus dans cette démarche si affirmée. Et bon, bah ça montre aussi qu'on évolue, qu'on change et je pense que c'était bien peut-être pour une thèse, mais je ne pourrais plus écrire comme ça. Donc ça m'a fait drôle. Oui, c'est curieux de voir la petite personne qu'on était à l'époque de sa thèse. Et bon, mais enfin, alors quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Bon, d'abord, commencer une thèse sur un sujet qui vraiment, vraiment nous passionne, parce que c'est sûr qu'on va souffrir à un moment ou à un autre de la thèse, ou presque sûr. Bon, peut-être que je parle de mon expérience, alors qu'il y a des personnes pour lesquelles faire une thèse, ce n'est que de la jouissance, mais à un moment donné, on va souffrir, donc il faut que ça ait du sens pour la personne. Et le sens ne peut venir que d'un sujet qu'on aime vraiment. Et de prendre le temps de bien définir le sujet avant de se lancer à bras-le-corps dans la recherche proprement dite. Donc, moi, je pense que ces préliminaires sont essentiels. Et une fois qu'on sait à peu près ce qu'on veut étudier, garder vraiment, pour moi, ce qui est très important, et je pense qu'on peut le faire aujourd'hui bien mieux qu'on pouvait le faire à l'époque où je fais ma thèse, c'est le contact avec d'autres thésards. Alors, je dis que j'avais la chance d'être entourée d'étudiants qui faisaient des thèses, mais c'était malgré tout un travail très solitaire, extrêmement solitaire. Et donc, il faut profiter de toutes les occasions que les laboratoires donnent aujourd'hui et encadrent aujourd'hui pour que les thésards ne se retrouvent pas seuls à travailler, parce que de toute façon, c'est un travail solitaire. Hein. Il faut faire son travail dans son coin, c'est comme ça. Mais la recherche, c'est aussi l'échange avec d'autres thésards de la même discipline, des disciplines proches, les activités autour d'un laboratoire, l'assistance à des colloques, l'échange avec d'autres chercheurs, prendre contact avec d'autres chercheurs, spécialistes du domaine, parce qu'il n'y a pas que moi qui peut les aider. Et donc, bon, ça ne veut pas dire contacter tout le monde n'importe comment, mais comprendre qu'il y a vraiment cette dimension collective de la recherche. Et ça, je pense que c'est très important. Après, il faut être très discipliné. Je pense aussi que pour moi, ça ne peut pas avancer, mais encore une fois, c'est à partir d'un regard personnel. Je pense qu'il peut être partagé par d'autres personnes, qu'il faut vraiment une régularité, comme les musiciens. Il faut que chaque jour, on avance. Et si un jour, 2 jours, il y avait ces grands guitaristes, Andrés Segovia, et je pense que pour les chercheurs, c'est un peu la même chose, qui disait, bon, si un jour je ne joue pas, il n'y a que moi qui se rend compte. S'il y a 2 jours je ne joue pas, bon, c'est ma femme qui se rend compte. Mais si ça fait plus de 3 jours, c'est le public qui se rend compte. Et bon, pour la recherche,
c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas juste une question de gymnastique, mais c'est une question de revenir régulièrement sur des questions qui, parfois aussi, il faut savoir prendre une coupure et partir ailleurs. Et quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que parfois, en pensant à autre chose, on trouve des solutions parce que ces problèmes restent quelque part latents dans notre cerveau et on est en train de faire autre chose, mais ces problèmes restent là et quelque part, notre cerveau fait une connexion, encore une fois, miraculeuse et on trouve des réponses, pas forcément quand on est en train de travailler la thèse. Donc ça aussi, peut-être savoir alterner des moments de travail, parce qu'il faut ce travail un peu assidu, mais aussi des moments où on fait autre chose, où notre cerveau se repose, mais continue à travailler. Donc voilà, si on a une autre activité à côté, ce n'est pas un problème. Ah oui, c'est vrai. De temps en temps, faire marcher sa cervelle sur autre chose, c'est vrai que c'est très bien. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse, le cas échéant, la deuxième et la troisième, et nous en faire un commentaire? J'espère que ce ne sera pas la Martha péremptoire que tu as redécouverte avec le recul. Alors, je ne vois pas grand-chose. La première phrase. Alors, la Vas-y. première phrase dit ça. C'est l'introduction, bien sûr. Alors, un rapide parcours dans la littérature grammaticale hispanique suffit à remettre en question l'évidence que présuppose le titre de notre travail. L'existence d'une classe à part entière de verbes modaux est partout discutée. Rarement, deux auteurs s'accordent quant au nombre de ses membres ou aux critères permettant de les identifier. Donc voilà, je commence avec cet aspect polémique de la classe verbale sur laquelle je vais ensuite faire exposer ma proposition, on va dire, et la difficulté à identifier une classe. Bon, évidemment, derrière cela, il y a le fait qu'on utilise des critères syntaxiques. Donc moi, ce que je vais prôner, c'est qu'il faut combiner l'étude de la syntaxe avec l'étude de la sémantique, parce que là, on va vraiment arriver à identifier des verbes qui sont plus ou moins modaux. Donc là aussi, je vais utiliser quelque chose que Bernard Potier utilisait également et d'autres linguistes à sa suite, c'est l'idée de continuum. Il n'y a pas des classes fermées forcément dans la langue, il y a des classes très fermées. Rarement on peut vraiment dire qu'une classe est totalement fermée. Mais bon, on peut dire qu'en espagnol, il y a 6 personnes grammaticales. Mais on peut discuter encore parce que dans certains pays, il n'y en a que 5. Donc, voilà, toutes les classes fermées, c'est rare en linguistique. Ce qu'on a, c'est plutôt, et surtout lorsqu'on introduit des éléments sémantiques, on a des continuums. Donc, c'est l'idée des degrés, plus ou moins, hein, qui va permettre de comprendre, bon, c'est l'idée de ressemblance de famille qu'avait proposé Wittgenstein et que va être utilisée en linguistique, dans une certaine linguistique, encore une fois. Hein, ça, c'est les générativistes, même pas les continuums, ils veulent plus ou moins, oui ou non. Mais dans d'autres linguistiques, cette idée de gradient, de graduation, nous paraît tout à fait nécessaire. Et bon, voilà, cette première phrase annonce un peu les difficultés des classements rigides avec des critères syntaxiques. Donc, c'est un peu quand même une position de principe. Non, c'est en fait la constatation que ça ne marche pas. C'est ça. Ou bien qu'il faut abandonner la catégorie verbe modal. Bon, ça ne marche pas, donc on ne parle plus des verbes modaux. Mais si on pense quand même que ça a du sens, il faut passer par d'autres domaines qui ne sont pas seulement qui n'est pas seulement le domaine syntaxique. Parce que la langue n'est pas seulement un problème de syntaxe. Voilà. Merci beaucoup, Martha, pour cet entretien, globalement d'avoir accepté de participer à ce projet qui, à sa petite échelle, travaille aussi à construire un continuum entre les générations d'hispanisme et les disciplines. Oui. Voilà. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Moi aussi, un plaisir partagé. Merci beaucoup.